Ça sert vachement à tout, un appareil photo. La question principale de notre époque, c'est que chacun s'enlève les bouts qui dépassent. Et puis il y a des gens pour qui ça a tendance à toujours dépasser un peu trop que ce qu'ils voudraient ou que ce qu'ils pourraient faire. Si je continue mon journal, c'est le 933, c'est une suite. On y va. C'est un type qui porte un mort. Le type marche dans la nature ou dans des zones semi-urbaines, des zones banales, des petites maisons, des petites routes, des lotissements. Il porte un mort lourd. C'est gros, un corps est emballé de blanc. Le film est plutôt en noir et blanc. Il va traverser une rivière par une passerelle. Là, on voit sur la passerelle qui remorque le mort. On voit les plans avec les pieds nus du mort. Ensuite, il traverse un cimetière. On s'aperçoit que petit à petit, il y a des silhouettes qui sont posées sur le bord, immobiles, qui le regardent. Pour elles, tout est un peu normal. Et puis, au bout du compte, le type, c'est la nuit. Il va falloir partager la nuit avec le mort. Le mort, il n'a pas froid. Le mort, il n'a pas faim. Le mort, il répond rien. Lui, il fait du feu. Puis, il faudra bien repartir. Puis, à un moment, il ouvre le sac qui recouvre le mort. Et dedans, c'est son visage à lui. C'est une histoire qui pourrait faire un livre. C'est une histoire qui est déjà une histoire comme un livre. Ben non. Le gars qui raconte cette histoire, il la raconte avec des images. Là, je ne sais même plus si c'est voix off. Je crois que c'est voix off. Et les images, parfois, sont très belles. Cette traversée de la passerelle, quand on voit le pont, on voit le type qui tire son mort. Comme ça, on voit les deux silhouettes noires qui regardent ce type qui tire ce mort. Il y a quelques autres plans, comme ça, magnifiques. La traversée du cimetière. Il n'y a besoin de rien d'autre. Est-ce que ça a besoin de devenir un livre? Ben non. Est-ce que c'est de l'écriture? Ben oui, c'est notre écriture à tous. C'est notre écriture de maintenant. C'est ça pour moi qui me trouble. Est-ce que le livre participe encore du plus haut nécessaire? Ou simplement, est-ce qu'il est un nécessaire parmi les autres nécessaires? Comme là, ça devient film. En plus, c'est une autre expérience. C'est un copain qui a mis ça en ligne. Philippe Boinard, il s'appelle. Vous trouverez facilement, je mets le lien dessous. Et Philippe, quand j'ai été le premier à regarder cette vidéo, parce que j'avais une petite alerte. Et Philippe, c'est pas un compte Facebook qu'il a depuis longtemps. Et Philippe Boinard, c'est pas un compte YouTube qu'il a depuis longtemps. Je pense qu'il devait mettre ses trucs sur Vimeo, des choses avec une meilleure compression. Alors, j'ai vu qu'on était 7 abonnés. J'ai cliqué, on était 8. Puis j'ai propulsé, j'ai dit, mais allez regarder ce truc, bon sang. 2 heures après, j'ai vu qu'il y avait 14. Je crois qu'aujourd'hui, ça arrive à plus de 150 personnes qui ont regardé. Mais pourtant, ceux d'entre nous tous qui ont cliqué sur « Je m'abonne », c'était même pas 20. On n'a pas encore acquis ce truc de dire « YouTube, c'est une force esthétique, c'est une force politique, parce qu'on partage. » Et imaginez qu'on soit plus une dizaine à faire ces trucs de littérature, mais qu'on soit 100, 150. La vie que ça prendrait. Il y a plein de places. Pour ça que je voulais commencer par ça. Pour le dire. Chant pour celles, ceux qui ne peuvent se faire éditer. Chant pour qui ne peut se faire éditer. Après, il y avait ce truc étrange dans la fiction de Philippe Boinard. C'est qu'il avait choisi des acteurs. Alors évidemment, il y a un boulot monstre. Je vois ce que c'est le boulot. Préparer les caméras, préparer les plans, installer les trucs, tout scénographier, enlever ce qui dépasse. Ouh, c'est terrible de tourner un film. Alors, il y a l'acteur qui porte le mort, et puis l'acteur à la fin qui joue le mort lui-même. Je pense que quand le type remorque avec les doigts de pied à l'air, il y a un trucage. C'est ça, la fiction.
Il y a aussi ces silhouettes noires posées sur le bord. Ça aussi, c'est des acteurs. Moi, je supporte plus les acteurs. Il y a quelque chose qui est dans la narration avec acteurs, quelque chose qui me tient à distance, comme dans le roman avec personnage. Alors, est-ce qu'on a des écritures sans personnage? Oui, on a des écritures qui sont limites. Chez Kafka, chez Beckett, c'est plus que des silhouettes, des esquisses. Le personnage devient une abstraction, peut-être juste une voix. Ça, on peut le refaire, nous, dans nos petits dispositifs, où on est confié à nous-mêmes, confié à chacun nous tout seul. C'est peut-être ça qu'est la nouvelle bascule. Dans le confier à chacun nous tout seul, est-ce que je suis acteur quand j'improvise? Peut-être, je peux me faire du jeu. Qu'est-ce que je ramasse? Un bout de scotch noir. Je prends un bout de scotch noir, je me le mets comme ça, pas très beau. Je me le mets comme ça. Je peux faire une figure de la déploration. Bon, enfin bon, ça n'a aucun intérêt, mon truc. J'ai envie que cette tension de l'immédiat, par l'image, par la voix, par l'appel, parce qu'on se saisit de nous ensemble, on est embrassés là, et là c'est peut-être comme un livre, c'est peut-être là où la littérature et ça, ici, maintenant, vidéo, peuvent se rejoindre par l'embrassement du chacun seul. Alors, en même temps, ça marcherait pas, moi, cette histoire que raconte Philippe Boinard, sauf si je viens de faire, comme là tout de suite, la réimproviser à la parole. Est-ce que c'est aussi fort? Est-ce que la suggestion du film, quand elle est parole, donc qui pourrait aussi bien être livre, puisqu'elle est purement sa seule instance langagière, portée par une image, la mienne, qui est peut-être une image de moi mort, si je parle de mort. Celui que j'appelle Jean Barbin parfois. Qu'est-ce que ça m'ouvre ou de quoi ça me coupe? Du point de vue de la narration littéraire. Journal, au point que ces histoires, ça me travaille. La nuit dernière, j'avais une espèce de rêve, tu sais, ces rêves qu'on a plus vers le matin, il serait temps de se lever, puis on le fait pas, du coup on se fait réembarquer. C'était une salle d'attente de Toubib, il y avait plein de gens, et le Toubib était dans la pièce juste à côté, peut-être qu'il me verrait, qu'on aurait... J'avais juste un livre à lui donner, c'était Bergogneau, le médecin de quartier, un médecin comme il y en a tout le temps, partout, débordé avec cette... dehors il faisait moche, et puis il y avait tous ces gens qui attendaient avec leur tout, leur misère. C'est dur la question de la santé. Et lui, Bergogneau, il faisait ce qu'il pouvait, mais il pouvait pas leur nier cette priorité qu'ils avaient sur moi, qui venait juste là, comme qu'il y avait mon tour à prendre, et qu'il y avait simplement un livre à lui donner. Alors finalement, je repartais. Et je repartais, j'étais embarqué. Il fallait que je revienne vite. Mais j'étais embarqué, je sais plus si c'est un bus ou une voiture. Et c'était des paysages industriels très hauts, très abstraits, avec des éclats un peu luisants, mais nocturnes. Je reviens souvent dans ces paysages. Et moi, il fallait que je les filme. Mais le temps que je sorte, ma caméra, celle qui est là, le temps que je fasse les réglages, évidemment... On était déjà parti, il n'y avait plus rien qu'une espèce de truc vaguement défilant, banal. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce rêve. Après, je me suis dit, quand je me suis levé, je me suis dit, il faut que je prenne la caméra à la main et que tout de suite je raconte tous les détails de ce rêve. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas encore assez de confiance dans le fait que l'outil caméra est un outil littérature. Puis après, j'y revenais dans la salle d'attente, mais il n'y avait plus Bergogneau, plus personne. Rien que cette salle d'attente vide, et puis la pièce à côté, qui aurait dû être celle du Toubib, comme dévastée. Quelque chose, vous savez, comme après un déménagement, une ville abandonnée. C'est quand même bizarre ce qu'on voit dans les rêves. Et pourtant, c'était bien la question, là encore, qu'est-ce qu'il incarne, Bergogneau? Sinon, précisément, le livre, la littérature.
quelque chose d'inamovible, lui avec sa cigarette électronique, par rapport à cet instable, ce précaire, cet incertain, où tout s'en est parti. J'ai retrouvé un cahier l'autre jour, j'avais appelé ça l'incertain. Ça devait faire un livre, j'ai des cahiers comme ça. Pas important. C'est ça qui est bizarre, si ça nous ramène à cette question d'auteur, de pourquoi certains auteurs ont des sites, pourquoi certains auteurs se mêlent de Facebook, pourquoi certains auteurs ont ce risque de la parole dans le réseau et que d'autres pas. Est-ce qu'on est une infime minorité? Non, on devient tellement nombreux sur le réseau que c'est nous les auteurs aujourd'hui. Et de l'autre côté, il y a les auteurs qui, eux, restent dans le rempart. C'est-à-dire, il y a ce rythme de la publication du livre, ce rythme de la mise en place pendant 5 semaines en librairie, ce rythme, tu as des articles peut-être, tu vas passer à la radio 2-3 fois, puis la radio ne s'occupe pas des gens comme nous. Donc il y a une espèce de clôture, ces gens qui vont dans les salons du livre, et les journaux, parce que les journaux, il faut qu'ils survivent à l'écart d'Internet. Alors évidemment, ils se cantonnent à ça, ils renforcent encore, ils tiennent les remparts à deux mains. Et est-ce que nous, précisément, on ne serait pas encore trop obsédé par la littérature finie? C'est-à-dire, je m'étais dit, tiens, il faudrait que je dresse une liste de tous les gens que j'ai connus, auteurs, et qui ne sont pas présents sur le web. Puis après, je me dis, mais à quoi servirait cette liste? Puisque précisément, par le fait même, ce sont des gens qui sont déjà oubliés, sauf de moi, ou sauf de cette contraction progressive de ceux qui s'intéressent à cette petite chose du littéraire culturel. Ça me foutait dans un drôle de truc, qu'on n'est même plus dans une étape de deuil. Et que ceux qui sont déjà dans l'oubli, ils ne le savent pas. Où est la pérennité dans ces livres pilonnés, dépôt légal éventuellement, cimetière, ou précisément par cette parole si fragile, précaire, mais qui sera toujours accessible, toujours circulante. On en est là en ce moment. Je ne dis pas que j'ai une réponse, c'est pas une question de jugement ou de quoi que ce soit. J'ai même des bons copains qui sont dans les remparts. Mais il se passe autre chose. J'ai l'impression qu'on est parti, comme dans le film de Bonnard. On chemine loin hors des remparts. On a toujours ce mort sur le dos. Le mort qu'ils sont eux. C'est mon journal ici. Je dis ce que je veux. En ce moment, je ne dis pas que c'est de l'encombrement qui me vient. Mais il y a du désespoir. C'est-à-dire, si je compte, c'est là, je suis dans ma grosse bulle. C'est une bulle qui est aussi une bulle à manuscrire. Évidemment, c'est pas là comme ça, ils sont pas pendus au plafond. Mais je pourrais même dire, tiens, ah là, il y a celui-ci qui a tel titre qui a été... Ah là, il y a celui-ci qui a été... Ah là, il y a celui-ci qui a été écrit par une telle... Et puis, ah là... Et en ce moment, j'en connais au moins une douzaine, j'allais dire en souffrance. Souffrance de quoi? Parce qu'ils sont composés pour la forme livre. Et ils ont accompli cette forme livre, dans une injustice qui est totale, puisque ce risque pris dans la forme livre, quand moi j'ai commencé, il vous ouvrait la porte de l'édition. C'était même une petite famille. Les manuscrits, on savait qu'ils étaient lus chez Paul, chez Verdier, chez Bourgois, chez Fiction et compagnie. Donc on savait que les mêmes manuscrits, et puis qu'à un moment, quelqu'un mettrait la main dessus, mais on avait confiance. On avait confiance en quoi? Parce que il y avait les étapes de validation préalable. Il y avait que les auteurs, on publiait dans les revues, il y avait quelque chose montait qui disait que ce manuscrit trouverait son chemin, sa voie, si absconce, si expérimental, si hors des normes qu'il puisse être. Et bien ça, aujourd'hui, c'est fini. Alors c'est 12, 15 manuscrits que il suffirait que j'ouvre ma boîte mail, puis je vous ferai la liste. Ce qui est dramatique, c'est que, vous savez, l'histoire de Kafka, devant les portes de la loi, ils attendent devant une porte qui ne s'ouvre pas, une porte qui ne peut pas s'ouvrir, une porte qui autrefois s'ouvrait. En même temps, ça les sépare de, précisément,
ce risque qu'on prend là, toujours la vidéo de Philippe Boinard, de partir en traînant notre mort. On traîne notre mort sur des passerelles, on traverse des rivières, on ne sait pas où ça va, on y va quand même. Alors on discutait de ça avec une dont je ne vous dis pas le nom, c'est trop aisément reconnaissable, elle provoque, on était en Messenger, dans le bas de la page Facebook, comme souvent finalement, c'est un lieu très étrange, que ça discute plus rapide, plus fort que le mail, c'est des moments d'intensité, puis ça part sans archives, on ne regarde pas. C'était pas une question de manuscrit, mais je lisais ces phrases, des copains, des amis IS, IES, qui vous sortent des bouquins, mais regarde, ils ont publié ça, et le mien, ils n'en veulent pas. Et là, c'est là où, en ce moment, on sent le mur qui devient de plus en plus lourd. Mais quoi leur dire? Quoi leur dire? Merde, ils disent, mais tu peux pas m'aider à l'envoyer à un tel. Mais un tel, moi je suis tricard maintenant sur ces questions-là. C'est encore autre chose qui se passe. C'est dire à quel moment il y a à tourner le dos. Alors par exemple, là, sur cette discussion Facebook, mon interlocutrice dire, allez, je dis la ville. Non, je dis pas la ville. Elle dit, eh ben, je vais aller dans toutes les églises de et je vais allumer un cierge. C'est dit à l'envers. Je vais aller dans toutes les églises de et allumer un cierge. Et moi, la réponse, Messenger, j'ai dit, fais-le, mais filme-toi. Et là, chant pour qui ne peut se faire éditer. On l'aurait. Cette même silhouette que Boinard, mais au lieu de porter le mort, c'est aller dans toutes les églises de sa ville, chaque fois allumer un truc. Vous voyez, c'est ça ce débordement. C'est la vidéo YouTube qui dirait, qui serait ce chant pour qui ne peut se faire éditer. Alors, on continuait à discuter comme ça, on discutait des masters, des doctorats de pratique. On lui dit, ouais, ces thèses, c'est un poireau à la boutonnière, ça l'a bien fait rigoler. Mais j'en suis un peu là en ce moment, dans ces questions-là. Et évidemment, je lui parle atelier d'écriture, bon, qu'il y a des moyens d'assurer la matériel, tout ça, et de faire quelque chose, mais je n'ai jamais considéré ça comme un boulot alimentaire, je considérais ça comme une respiration de l'écriture même. Elle dit, ouais, mais toujours dans mon coin, il y en a tellement qui font déjà ça. Et elle me dit, ou alors, je vais ouvrir une école de poésie. Moi, Messenger, j'ai dit, mais fais-le vidéo tous les lundis. C'est ça qui me travaille, c'est ça que j'ai à dire en ce moment. Chant pour qui ne peut se faire éditer. Si on tourne le dos, qu'est-ce qu'on peut inventer? Qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec ça, ici, comme ça? Oui, il va y avoir un vide. Oui, il va y avoir, comme dans cette vidéo de Philippe Boinard, des passerelles où il faudra remorquer le mort et puis on verra le pied nu qui dépasse. Mais peut-être que ce pied nu du mort remorqué sur la passerelle, c'est ça qui va nous sauver. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est tard le soir, c'est une responsabilité. Je vais aller 2 jours encore à Cergy. Demain matin, je vais faire quoi? Je vais projeter des pages de Proust sur le mur avec mon vidéo Projo, depuis mon app Kindle sur mon Mac. Et puis, je pense qu'on va lire tout simplement le début de la recherche du temps perdu. Je leur dis pas prenez le livre, je leur dis elles seront là les phrases, elles seront dans l'air, elles seront géantes. Je sais pas où on va dans cette bascule. L'après-midi, on va faire atelier d'écriture. J'ai décidé de faire quelques semaines d'approche sur le fantastique. C'est bizarre parce que comme je suis en position d'adieu, radié de la fonction publique par limite d'âge, mais ça fait rien, je vais faire plein d'autres choses, et content de me remettre à autre chose. Et ben, comme d'habitude, je me sers jamais de mes trucs perso. Là, j'ai apporté le Commonplace Book de Lovecraft. Et puis le lendemain, jeudi, suite de rendez-vous individuels, donc ce sera autant de projets avec publication au bout, projet avec édition éventuelle au bout. Quelle responsabilité on prend avec elles, eux, quand on n'a pas à leur dire que le YouTube aura la même valeur symbolique, la même force symbolique. C'est question posée au cinéma tout entier aussi. Là, en ce moment, pourvu que le film soit financé, CNC, tous ces machins, peu importe qu'il soit diffusé ou pas, on le fera dans un festival pour 3 pelés, 4 tondus. On préfère qu'un truc n'existe pas,
plutôt que de s'en remettre au grand appel, au grand courant. Ça me travaille profond. J'en veux pas aux amis du cinéma qui font ce choix-là, ni aux amis du livre, encore que ça sera plus vite balayé. D'ailleurs, prenons le contraire pour finir ce journal. Hier soir, un ami nantais, que je connais très peu, on s'est vu 2 fois, mais je suis son Instagram et c'est un nomade, il n'arrête pas d'arpenter. Il balance une suite de photos et il avait écrit comme légende Deep South. Mais son grand sud, c'était le sud de la Vendée. Et moi, je plonge. J'ai l'impression que tout, le moindre détail, l'équilibre de ces granges sur le paysage, ce rideau de vieux garage en tôle ondulée avec des gouttes suspendues à glissière tout en haut. Je lui dis, c'est pas tel endroit ça? Puis non, c'était 6 kilomètres plus loin. Il me dit, pont du Bro. Et moi, pont du Bro. J'avais encore dans la tête, le pont a été changé vers 1975. Donc moi, quand j'étais enfant, on roulait sur des planches avec la voiture. C'était entre Luçon et La Rochelle. On passait très lentement parce que ces planches n'étaient pas tenues. Donc pont du Bro, pour moi, c'est aussi un souvenir auditif. Et mon copain, je lui dis, tu sais que Simenon en a parlé dans une histoire? Et tout de suite, il réagit, ah, laquelle? Je dis, bon, bah, attends, j'ai pas ça dans la tête là, comme ça, au hasard. Mais comment elles me venaient, ces photos? Par Instagram, par Facebook. C'est ça la richesse aussi, par rapport à toutes ces conneries qu'on entend sur Facebook. Oui, en 15 ans, c'est dingue. C'est ces petits robinets qui se sont ouverts dans tous les sens. Il y a à adapter, il y a à régler, évidemment. Mais par quoi et comment ça se règle? Ça se règle par nous qui apportons du contenu. Par nous qui résistons, tripotons les algorithmes. C'est ça qui est intéressant. Et pont, 3 coups de Google, pont du Bro, Simenon, machin truc, et je trouve la maison du juge, une histoire, etc. Et sur quoi je trouve? Sur un blog officiel Simenon, qui répertoriait tous les lieux des histoires. Ouah, je savais pas que ça existait. Je commence à entrer, et qu'est-ce que je tombe sur cet endroit où, entre 38 et 45, Simenon avait, pendant la guerre, Simenon, le Belge, s'était réfugié dans nos coins, La Rochelle, Fontenay-le-Comte, etc. Et nous, précisément, pas moi, ma grand-mère le connaissait simplement parce que lui servait de l'essence. On servait de l'essence à monsieur Simenon. Chacun son rôle. Mais je pense que dans mon accès à l'écriture, ça a été important. Et donc j'étais sur ce blog Simenon, et j'arrive à l'endroit où ça parle du pont du Bro, et qu'est-ce que je vois? Une citation d'un texte que j'avais écrit sur Simenon, où je parlais de Simenon et du pont du Bro. Moi j'avais totalement oublié le texte, mais je retombe sur moi-même dans une recherche que je fais pour sortir. Là, c'est de la purée dans la tête, ça devient dur. Mais à la fin du truc, je trouve, mais tout à la fin, je vois la signature et qui avait rédigé tout ça, et qui avait fabriqué ce site, c'était John Simenon, le fils même de Simenon. Là, tout d'un coup, il y a ces trucs de symbolique d'écriture, ça vous reprend, c'est-à-dire, ben ouais, ça vaut le coup d'aller au bout, ça vaut le coup d'être tout en haut. Simenon, il en a bouffé quand même, hein, avant que ça se règle. C'est pas un type aussi non plus forcément honorable. Il y a beaucoup de choses qui passeraient pas aujourd'hui. Et cette logique, une fois tous les 2 mois, tu t'isoles pendant 10 jours, tu as ramassé toutes les enveloppes, parce qu'il y avait beaucoup de courriers postaux à l'époque. Mon grand-père maternel aussi faisait ça. Il prenait les enveloppes, il les laissait trempouiller, et ça en faisait des grands carrés. Et ça, Simenon, il écrivait ses manus sur des vieilles enveloppes. C'est étrange, Simenon, parce que chaque bouquin a été réédité 10 fois, 20 fois, 30 fois de son vivant. Il corrige même pas les coquilles, il corrige même pas les trucs incongrus. Allez, c'était le journal d'aujourd'hui. Mais vous voyez, ça se mord sacrément la queue encore. On est dans la traverse. On est vraiment dans la vidéo de Philippe Boinard. On porte notre mort. Mon mort à moi, quelque part, c'est aussi Simenon. Est-ce qu'on est dans le bon chemin à les emmener là, dans le grand web, nos morts? Mais est-ce qu'on a d'autres choix par rapport à ceux qui sont déjà oubliés dans les remparts? Et puis, je pense à vous, les celles à
les 12-15 que j'ai dans ma boîte mail avec des manus solides, des manus sur lesquels on a discuté, travaillé, des manus dignes, mais chant pour qui ne peut se faire éditer. Comment s'organiser nous-mêmes? Est-ce qu'il faut reconstruire de la verticalité? Une maison d'édition qui encore redevient expérimentale, mais cherche encore à rejouer dans le vieux jeu? Ou est-ce que délibérément, on coupe les attaches et on y va? Chacun son mort sur le dos. J'aimerais bien voir ce que ça donne quand on sera une foule. C'était mon journal. J'aime bien faire ce journal. Il y a encore des petits bouts qui dépassent. Il y a des élèves dans mon école qui coupent les cheveux. Je crois qu'ils prennent 5 €, c'est pas cher, mais je sais pas si déjà ils ont très envie de couper les cheveux de prof, puis en plus ils rajoutent des couleurs, rajoutent des trucs bizarres. Je sais pas comment pas être trop bizarre, juste un peu là, comme ça. Juste un peu arranger ce qui dépasse. Ça passe, ça. Je passerai plus inaperçu dans le